qui marche, celles qui marchent moins, à travers justement une collaboration ensemble par rapport à nos différentes expériences, sur comment s'assurer qu'un projet va être bankable et comment s'assurer qu'on va lui permettre d'être héroïste. Sachant qu'aujourd'hui, je pense que la majorité des projets au sein des grands comptes doivent être héroïstes, puisqu'il y a moins de budget, à mon avis, qu'avant le confinement. Ceux sur lesquels on va investir doivent être justement des investissements rentables. Voilà. Exactement, je pense que c'est une bonne introduction du sujet. Nous, on aurait besoin aussi de savoir, maintenant que vous savez qui on est, qui vous êtes et surtout de savoir quel est votre profil pour qu'on puisse adapter au mieux nos conseils. Donc aujourd'hui, on est une petite vingtaine, c'est top, on va pouvoir beaucoup échanger entre nous. C'est un club corporate comme à chaque fois qui va être très interactif, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à mettre votre caméra et à discuter avec nous. C'est vraiment l'objectif de ce club. Et ce que je vais vous demander en premier lieu, avant qu'on commence dans le vif du sujet, c'est d'écrire dans la conversation votre nom, prénom, votre poste et votre entreprise. Comme ça nous permet de bien voir qui est là. Donc allez-y, on se donne 1 à 2 minutes pour que tout le monde puisse écrire ça dans la conversation et ensuite on va pouvoir commencer. Alors. Super. Bonjour Nathalie. Si vous pouvez mettre aussi votre fonction. Bonjour à tous. Bonjour Nathalie. J'ai oublié de vous dire autre chose également. En fin de webinar, on vous donnera en fait un lien Google Form, simplement pour voir comment on peut améliorer. Mais surtout, en fait, grâce à ce lien, vous pourrez directement avoir ce que j'appelle la méthode Ariane, la méthode justement qu'on va décrire aujourd'hui, la méthode que nous, on utilise justement pour s'assurer du succès des projets Inno. Et vous aurez justement toutes les différentes étapes et les différentes tâches à accomplir. C'est 9 slides, c'est assez simple à comprendre, assez simple à appliquer. Et dans le pire des cas, vous aurez également mes coordonnées. On pourra en reparler quand vous le souhaitez. Voilà, c'est parfait. Que tout le monde a bien mis son nom. Alors non, pas tout le monde. Donc je dois avoir au moins une vingtaine de noms. On a Nathalie qui est avec nous, Jérôme, Aurore, Damien, Eric, Jean-Philippe. Donc je vois qu'on est beaucoup plus que ça quand même. Donc n'hésitez pas à nous dire qui vous êtes, ça nous permet d'adapter nos discours. Christophe, super. Bon, je vous laisse continuer de mettre dans la conversation si vous nous rejoignez au fur et à mesure. On va commencer directement dans le vif du sujet. On va se retrouver sur Klaxoon. Alors, si vous avez déjà participé à un club corporate, vous devez normalement être super expert sur Klaxoon. Mais on va vous mettre dans la conversation le lien pour nous rejoindre. Ne quittez pas Teams parce que c'est là où on va pouvoir converser et échanger. Mais rejoignez-nous sur Klaxoon. Voilà, Nicolas vous a déjà mis le lien, donc c'est parfait. Je vais vous partager mon écran également, comme ça vous verrez le Klaxoon. Et puis si vous avez un petit problème sur Klaxoon, n'hésitez pas à nous l'écrire dans la conversation. Alors, on se rejoint sur Klaxoon. Moi, j'y suis déjà. Voilà, normalement, vous allez voir directement mon écran. C'est en train de charger. Super, voilà. Vous voyez mon écran. Je vous ai rappelé le thème de la journée. Et puis après, on va pouvoir commencer. Voilà, je vois qu'on est 3 personnes sur Klaxoon, donc j'attends que tout le monde soit là pour pouvoir commencer. Ça commence à monter au fur et à mesure. Si vous avez un problème de connexion, n'hésitez pas à nous le dire dans le conversé. Alors, on attend encore un petit peu que tout le monde soit là. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse échanger les best practices, bien évidemment, sur ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. En tout cas, moi, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est des choses qu'on a réalisées avec nos différents clients. Et nos différents clients aujourd'hui, au sein des grands comptes, c'est dans plusieurs secteurs. Hein. Ça peut être aussi bien dans la banque assurance, beaucoup dans l'énergie. On a également beaucoup, à la Poste, on travaille beaucoup avec la Poste aussi, donc dans leurs différents départements. Et aussi dans le service, notamment avec Atos, avec qui on travaille énormément sur leurs différentes innovations et les innovations de leur joint venture. C'est aussi d'ailleurs un point qui est assez particulier, comment on s'assure qu'une joint venture entre 2 projets, qu'elle soit interne ou interne
avec notre succursale, notre structure, comment on s'assure justement d'un succès commercial derrière et comment on s'assure qu'il y a également un répondant du marché. La méthode Ariane, c'est y répondre. C'est donc tous les cas de figure en fait qui sont liés à comment transformer une innovation, enfin plutôt une invention en innovation, parce que selon nous, une innovation est une invention qui a rencontré en fait ou qui rencontre un succès commercial. Et encore, je sais que c'est un grand débat, c'est quoi l'innovation, c'est quoi une invention. Encore une fois, on pourra en parler après. Tous les cas de figure ont été On est good, on va y aller. On est 11 connectés, donc si certains nous rejoignent, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Klaxoon. Et on va commencer avec une première question. Donc là, je rappelle, le but, c'est d'échanger sur comment vous vous assurez d'un retour sur investissement de vos projets innovants. Ça, c'est le grand thème. La séance, elle va se diviser en 3 parties. On va vous poser 3 questions un petit peu plus précises sur ce grand thème pour que vous puissiez donner vos idées et ce que vous faites déjà sur chacun des points. Comme ça va vous permettre d'échanger entre vous sur vos bonnes pratiques. Et à la fin, on pourra échanger entre nous à la fin de chaque question. Et Ariel nous donnera ses conseils sur chacune des questions. Donc c'est le principe de base. Si jamais vous nous perdez un moment, on se rejoint sur le conversé, comme ça on pourra se rattraper. Et sinon, on va commencer par la première question. Donc si vous êtes sur le Klaxoon et que vous voyez bien mon écran, vous avez juste à descendre pour aller sur la question verte qui est juste en dessous de la petite image. Est-ce que tout le monde la voit bien? Yes, ça doit être oui. Ok, donc là, on a une première question pour vous. La première question, c'est comment vous mesurez le retour sur investissement financier de vos projets innovants? Est-ce que vous avez des méthodes? Est-ce que vous avez des KPI particuliers? Ce qu'on va faire, on va se donner 3 minutes pour que vous écriviez autant d'idées que vous voulez sur un post-it. Je vous rappelle le principe sur Klaxoon. Vous cliquez sur idée, vous écrivez votre idée et vous l'envoyez. Ensuite, ça va arriver ici et vous n'avez plus qu'à le déplacer. OK? On se donne 3 minutes, écrivez toutes vos idées sur un post-it, même plusieurs post-it par personne, ce serait super. Et comme ça, après, on peut échanger entre nous sur comment vous mesurez votre ROI des projets innovants. C'est parti, on se donne 3 minutes. Ok, on est au moins une vingtaine, donc on a besoin d'au moins une quarantaine de post-it, évidemment, pour avoir le plus de partage. Sachant qu'un ROI financier, c'est aussi un gain de temps et un gain d'énergie. Le temps, c'est de l'argent. Donc, pour moi, c'est aussi ROI de dire, OK, j'arrive à faire gagner tant de temps, j'arrive à faire gagner tant d'argent, j'arrive à faire gagner tant d'énergie grâce à mon projet. Quels sont les KPI qui nous permettent de pouvoir nous assurer d'un succès au lancement d'un projet innovant? Comment vous mesurez ça? Il nous reste 2 minutes. Allez-y, on n'a que 2 post-it, il nous en faut plus. Ah, c'est bon, je le vois. Il y en a quelques-uns qui sont mal rangés, mais c'est pas grave, on les range pour vous. Vous mettez la couleur que vous voulez. Ok. Le temps est moins économisé. Mobilisation des ressources. Allez-y, vous pouvez mettre plein d'idées. Ce qui serait intéressant aussi, c'est comment justement vous arrivez à calculer dans le temps, c'est-à-dire en lancement, lorsque justement on est en running, lorsqu'on est en train de scaler, donc en train également de développer la boîte, à quel moment justement, quels sont les KPI en fonction effectivement de l'évolution du projet et de sa construction, jusqu'au moment où elle est normalement rentable et autonome. Alors, il vous reste 1 minute pour poser vos idées. Okay. On se laisse encore 30 secondes.
Si vous reste des idées, je vois qu'il y en a encore qui s'affichent. En même temps, efficacité. Que l'efficacité. Allez, encore 10 secondes. Vous pouvez écrire votre dernière idée et après on va échanger tous ensemble sur la mesure du ROI financier. Ah, on a un dernier post-it qui arrive. Super. Et voilà. Allez, hop, let's go. Alors, qu'est-ce qu'on a, Amélie? Comment vous mesurez votre retour sur investissement financier? On a différentes idées. On a des idées qui sont plutôt sur le côté humain, donc le temps humain économisé, les gains de productivité, le nombre de users. On a aussi des notions de gain de productivité, de gain de temps, d'efficacité. On a quelqu'un qui mesure le taux de transformation des projets en ligne de business. En ligne business, ouais, ok. On a le nombre de POC et le nombre de POC payants. On a la mesure du chiffre d'affaires créé à 5 ans des projets innovants devenus des offres réelles. La participation des salariés aux projets d'innovation, les idées, les intras. Les interactions sur notre SURM. Mesurer la notoriété du projet. Mesurer la notoriété du projet, la récurrence de l'utilisation, le pourcentage de marge supérieure. Ok. C'est marrant, il y a plein de choses effectivement qu'on retrouverait. Je te laisse la parole, excuse-moi. Mais... Exactement, non, mais c'est tout à fait le but. En fait, là, vous voyez bien qu'il y a des notions différentes. Il y a des notions de POC, il y a des notions de mesure de gain de productivité, des notions de mesure humaine, etc. Moi, j'en ai 2 ou 3 qui m'intriguent particulièrement. Et si ça vous va, on va échanger un petit peu librement sur ça ensemble. Donc, par exemple, il y en a un qui m'intéresse, c'est je mesure le taux de transformation des projets en ligne business. Est-ce que la personne... 5 ans, c'est ça. Non, ouais, je mesure le chiffre d'affaires créé à 5 ans des projets innovants devenus des offres réelles. Ok. Est-ce que la personne qui a écrit ce post-it de « Je mesure le taux de transformation des projets en ligne business » peut nous expliquer un petit peu justement comment tu mesures ce taux de transformation? Alors, c'est Nicolas Brie d'Orange qui a écrit les 2 post-it en fait. Ok, salut Nicolas. Bonjour Nicolas. Salut. Alors le taux de transformation des projets innovants en ligne business, c'est simple à mesurer. C'est la manière dont un projet a atterri dans une business unit, soit en se rattachant à une business line existante, soit en créant une nouvelle business line. Mais en tout cas, elle a été reprise par une entité qu'on appelle business unit, c'est-à-dire qui gère un P&L, qui dégage des revenus et qui gère une profitabilité. Et pour nous, c'est le premier challenge parce que on a beaucoup d'idées, mais on a plus de mal à transformer ces idées en une offre qui est sur le marché, poussée, proposée par une business unit. Ok. C'est quoi la timeline que tu te donnes justement? On peut se tutoyer, Nicolas? Oui, bien sûr. C'est quoi la timeline que tu te donnes du coup, genre entre le moment où le projet est juste un sujet qu'on vient de mettre sur la table ou qui sort, enfin qui est vraiment une idée, et le moment où tu l'intègres à une business unit, à quel moment, enfin, c'est quoi le temps que tu te donnes pour justement juger que ce KPI, enfin, pour juger ce KPI est validé ou non? Alors, on a 2 timelines. Le premier qu'on essaie d'obtenir coûte que coûte, c'est d'avoir validé l'intérêt de la cible client pour le concept. Ouais. Et donc ça, c'est une timeline qui devrait nous prendre 3-4 mois, mais nous prend plutôt 6 mois en fait. Ouais. Entre le moment où on a maquetté l'idée, on l'a rendue visuelle, et on a trouvé la cible client, on a réussi à prendre des rendez-vous avec elle et qu'elle nous fait des retours positifs. Et sur la base de ces retours positifs, on espère que la business unit va dire « Ok, je prends ».
Ok, d'accord. Et En après, fait, on a une deuxième timeline ok. qui est quand la business unit dit OK, ça m'intéresse, mais j'aimerais qu'on fasse un test client avec un vrai prototype de produit, hein, une première version de produit. Et donc à ce moment-là, on est obligé de passer aux notions de ce qu'on appelle les MVP, ou en tout cas une première version du produit avec le minimum d'efforts, mais ça demande toujours chez nous des efforts assez significatifs. Et là, tu peux rajouter quasiment un an. Ok, donc si je résume, aujourd'hui, en fait, le ROI financier d'un projet Inno, tu le mesures sur à peu près 1 an et demi. Euh, le ROI financier, non. Je mesure la réussite du projet d'innovation sur un an et demi. Le ROI financier pur, donc un calcul financier, ça va plus être sur ce que j'ai indiqué comme autre indicateur, c'est-à-dire le chiffre d'affaires dégagé à 5 ans par la ligne de service. Et est-ce qu'il faut que justement le projet est déjà en fait enfin, génère déjà du chiffre d'affaires avant qu'il soit intégré à une business unit ou dès que justement on voit qu'il y a une petite traction client, tu commences à le proposer à différentes business units à qui bien évidemment il y a une adéquation avec le produit, hein, l'objectif étant de pouvoir renforcer l'offre ou pouvoir justement euh, la rendre plus pertinente par rapport à la cible. Euh, comment tu fais concrètement? Eh ben, c'est un peu ce que j'ai cherché à dire au travers du 6 mois ou du 1 an et demi. Le 6 mois, il donne une traction client, mais sur la base d'un concept, donc c'est une maquette. Le 1 an et demi donne une traction client qui s'approche plus de ce qu'on appelle le product market fit, donc l'adéquation produit-marché. Et là, c'est sur la base d'une première version de produit. Mais dans les deux cas, le but, c'est d'essayer de passer la balle le plus vite possible. Pourquoi? Parce que ça permet aux équipes d'innovation de relancer un autre sujet. C'est ça leur métier, c'est d'innover. Et d'autre part, ça permet à la business unit de se mobiliser sur l'innovation qu'elle récupère et donc de monter en puissance en termes d'innovation. C'est un effet de transformation. Ok, en fait, tu injectes l'innovation au sein de la business unit à travers justement une nouvelle solution finalement. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ok, ok. Tu pensais à Ouais. autre chose? Bah, en fait, c'est assez marrant parce que en fait, ça résume à peu près parce que tout à l'heure je parle d'Ariane, mais du coup je vais vous l'expliquer. En fait, Ariane, moi j'ai décomposé vraiment en 4 grosses parties, ce que j'appelle effectivement le market fit, qui va être comment justement je vais aller vérifier le besoin du marché, comment je vais vérifier que ma solution répond à un vrai besoin et que c'est pas une solution à la recherche d'une problématique. C'est pas justement une idée un peu farfelue où juste moi et mes 4 potes sur un tableau, on a pensé que c'était une super idée, ou peut-être que c'est une super idée maintenant, mais dans 3 mois, ça ne la sera plus du tout. Comment justement je m'assure que cette idée-là soit bonne et qu'elle reste bonne par rapport à l'avancée du marché. D'accord? Ce que j'appelle le market fit, c'est ça pour moi. D'accord? L'objectif à la fin, c'est d'avoir un début de stratégie de prospection, puisque le market fit se fait avec une vraie prospection commerciale, qui soit en B2C ou en B2B, où on n'a rien à vendre, c'est-à-dire on vient vérifier, c'est ce qu'on appelle une demande d'expertise. Vous, monsieur l'expert, je viens vous demander si une solution qui sait faire ça, ça, ça et ça répond à votre problématique du quotidien. Si oui, parlons-en. Sinon, pourquoi? L'objectif étant de pouvoir justement derrière pivoter très rapidement justement l'offre, la solution, pour qu'elle réponde exactement aux besoins du marché. Une fois qu'on a ça, on va passer sur une deuxième étape qu'on appelle le packaging pricing. Comment adapter ma solution par rapport à un secteur donné. Chaque secteur n'achète pas de la même façon et à une cible. Et par rapport également à une cible, c'est en fait la taille de l'entreprise également. C'est-à-dire qu'on n'achète pas pareil, en fait, on ne vend pas pareil à un grand compte qu'on vend à une PME et on n'achète pas pareil lorsqu'on est une banque que lorsqu'on est un transporteur. Donc comment? Mais par contre, ma solution répond aux mêmes besoins. Donc comment je fais pour adresser ma solution à ces deux entités-là sans dénaturer la nature propre de ma solution. D'accord? Donc ce que j'appelle le packaging pricing. Donc ensuite, par rapport à ce packaging pricing, vous le verrez dans le document, l'objectif étant de pouvoir avoir un business plan à court, moyen, long terme, avec également une stratégie de commercialisation en vente directe et vente indirecte. Donc indirecte, c'est à travers des partenariats
qui nous permettront justement d'accélérer également ce processus de commercialisation, ce qu'on appelle grossièrement le cycle de vente. Pardon. Ensuite, on partira effectivement sur des POC, et ça, justement, je rebondis sur un post-it qui est combien il y a de POC payants. En réalité, tous les POC sont payants. Parce que si on commence à faire un POC qui est gratuit, alors dans ce cas, on n'éduque pas le client. Et qui plus est, en fait, on va pas l'intégrer, selon moi, dans le processus en fait, du POC. C'est-à-dire le POC sert à pouvoir vérifier une compétence technique de la solution par rapport à un problème donné qu'on a délimité dans le temps et l'espace. Et ce niveau d'implication du futur client, il va être beaucoup plus intense, selon moi, si justement, ce que j'appelle du earned money, s'il a payé pour ce POC-là. Même si justement le prix ne sera pas celui qui sera demain, une fois que la solution sera complètement bien packagée, qu'elle sera complètement fluide, qu'il n'y aura aucun bug et qu'elle sera hyper bien designée par rapport à son besoin, il doit quand même payer. Donc tous les POC sont payants, sont délimités dans le temps et l'espace pour pouvoir justement s'assurer que on vérifie bien les bons KPI selon moi, c'est-à-dire en 3 mois, voilà ce qu'on sait faire et voilà quels sont les résultats. Et ensuite, il y a du coup la commercialisation derrière, qui est comment on monte une force commerciale, une stratégie commerciale pour pouvoir déployer et justement lancer le bébé et s'assurer que le bébé devient grand. Comment on passe de 0 à 1 concrètement. Voilà. Vous aurez toutes les tâches one by one pour pouvoir justement descendre. On vous enverra, on vous enverra tout. Moi, j'avais une autre chose qui m'intéressait. J'ai vu beaucoup de post-it qui sont ressortis sur la notoriété. Notamment je mesure la notoriété du projet en interne et en externe si pertinent. La personne qui a écrit ce post-it, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment tu mesures la notoriété d'un projet innovant? Alors, je ne sais pas qui a écrit ce post-it. En fait, c'est Pauline du village de Nancy. Alors, je l'ai écrit, mais sans piloter de projet innovant, en fait. C'était plus des KPI typiques qu'on peut avoir dans tout type d'action. Donc, le mesurer, ça dépend. Ça dépend si c'est en interne, c'est la connaissance du projet en interne. Et j'ai mis si externe, si pertinent, parce que ça dépend aussi des projets. Si c'est juste un projet innovant qui concerne que la structure de l'entreprise ou si c'est pour les clients de l'entreprise. Donc, c'est plus sous forme de questions, mesurer la notoriété lambda comme d'une marque, je dirais. Ok. Très bien, je vois le temps filer. Est-ce que vous avez besoin de réagir sur un autre post-it si quelqu'un a lu un post-it qui l'intéresse ou veut poser une question? Est-ce que vous voulez rebondir sur ça? Non? Ok, du coup, je me permets. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, juste très très bref, je sais que le temps passe vite. Par rapport en fait au niveau d'efficience comme KPI, c'est un très bon KPI, mais à la rigueur, justement, si on voit plus d'un point de vue macro, je pense que ce KPI-là rentre plus justement sur les problématiques des projets inno internes. Donc, par exemple, si Renault se dit, on va créer justement une solution qui va permettre de pouvoir augmenter justement la productivité sur une chaîne de prod. Du coup, là, effectivement, c'est un KPI qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant que sur une innovation qui est externe et qui sera vouée justement à être commercialisée derrière. Mais encore une fois, ou sinon, elle sera mesurée vraiment lorsque le MVP sera fait et qu'on sera vraiment en fin de commercialisation et qu'on va s'amuser à vérifier comment on arrive à vendre de plus en plus vite avec un maximum de satisfaction client derrière. Et ça, on pourra le mesurer par rapport au nombre d'upsell, cross-sell, donc de ventes additionnelles qu'on pourra faire à l'issue de la première vente. Voilà. Je passe la main. Très bien, c'est très bien. Si vous avez des questions pour Ariel, n'hésitez pas à intervenir, c'est vraiment très interactif. Donc prenez la parole, ouvrez vos micros et posez-nous vos questions. Vous le savez, on est là pour y répondre. De manière globale, on voit que pour mesurer un retour sur investissement financier, c'est compliqué pour les projets innovants. On voit bien que les KPI que vous utilisez ne sont pas vraiment financiers, à part le chiffre d'affaires créé en 5 ans ou quelques-uns qui vont dans cette lignée-là. Sinon, les KPI que vous suivez, c'est plus des choses de notoriété, de faisabilité, de récurrence d'utilisation. Donc, on voit bien que c'est assez problématique de mesurer le retour sur investissement financier des projets innovants. Et dans cette lignée-là, on a une deuxième question pour vous. Donc, vous avez juste à glisser le klaxon et en dessous.
vous allez trouver excuse-moi de t'interrompre, le SURM, les interactions sur notre SURM, c'est quoi? Alors, c'est une bonne question. Qui a écrit ce petit post-it vert? Bonjour à tous, Megan Perkins, Société JCDecaux, c'est moi qui ai écrit ce post-it. Et par SURM, j'entends notre plateforme d'innovation où on va pouvoir traquer les échanges de startups, etc., entre les métiers. Et donc, du coup, nous, on utilise beaucoup ce genre de KPI issu de notre plateforme pour dire qu'une startup a été partagée en France, en Allemagne, au marketing, au commerce, etc. Et ça va permettre de mesurer l'attractivité pour un secteur, pour un domaine d'innovation en particulier. Ok, donc c'est par rapport au nombre d'interactions qu'il peut y avoir entre une startup qui soit interne ou externe d'ailleurs. Est-ce que c'est une spin-off ou c'est une startup externe avec, qui est en fait un partenaire ou un prestataire? Alors, chez JCDecaux, on travaille qu'avec des startups externes. On n'a pas de startup en interne. Okay. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse à l'équipe innovation, c'est d'identifier qu'au marketing, ils vont avoir un besoin, par exemple, de production de vidéos. Au commerce, ils vont avoir besoin d'un logiciel, je ne sais pas, pour augmenter les ventes, pour traquer les propals, les choses comme ça. Et puis, en partageant ces startups-là via cette plateforme, on va pouvoir avoir un retour très rapide sur l'intérêt du métier. Et dans le cas où ils ne sont pas intéressés, savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de besoin opérationnel? Est-ce qu'il n'y a pas de budget? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas une priorité pour le moment, etc. Juste pour savoir, ça veut dire quoi SURM? S-U-R-M, ça veut dire quoi? C'est l'abréviation? Ouais, en fait, c'est le CRM de la startup. Hein. C'est Startup Relationship Management. Ok. Donc, nous, on travaille avec Startup Flow qu'on adore, mais voilà, je sais qu'il y en a plusieurs. Ok. Est-ce que d'autres d'entre vous utilisent ce même type d'outil? Nicolas, peut-être que tu en utilises un ou d'autres qui sont présents? Oui, nous, on a le même outil, mais je ne le pratique pas quotidiennement, voilà. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager sur cet outil-là qui a l'air extrêmement pratique pour vous? Non? On enchaîne? Allez, on enchaîne. Allez, let's go. Donc, si vous descendez le klaxon, on a une autre question à vous poser. C'est la question qui est en bleu juste en bas et qui va s'afficher à mon écran. On voulait partager sur quelle est votre méthode pour vous assurer qu'une idée sera rentable en moins de 3 mois ou en moins de 3 mois. Comment vous vous assurez qu'une idée que vous avez, que ce soit une idée intrapreneuriale, que ce soit une idée de collaboration avec avec une startup, qu'elle soit rentable en moins de 3 mois? Comment vous faites pour vous dire, OK, on y va, ce sera rentable dans 3 mois? Ok, bon, super, je vois que vous répondez déjà. Je n'ai pas lancé le chrono, mais allez-y, c'est parfait. On se donne 3 minutes pour réfléchir ensemble. Ça me fait paniquer ce chrono. Ça me met un stress. Sinon, on va finir en retard, Ariel, il parle trop. Ouais, c'est ça, c'est tout mon problème. Ok, donc on veut plein d'idées parce que c'est vraiment super important pour qu'on partage. Super, on a 2 idées. Allez-y. Réfléchissez aux différentes actions qu'on met en place dès le début d'un projet, dès qu'on a l'idée, en disant ouais, ça peut être une super idée business. Comment on s'assure qu'en moins de 3 mois, on ait déjà en fait les premiers euros facturés. Ou surtout, on sait à qui on va le vendre et qu'on ait peut-être des précommandes ou voilà, quelque chose où on sait qu'il y a une vraie traction marché, quoi. Alors, vous avez moins d'idées sur cette question. Je vais arrêter de parler du coup. Non, vas-y, je pense que ça aide à avoir de nouvelles idées. C'est dur en 3 minutes à blanc d'avoir des idées. Surtout en 3 mois, genre. Comment... Ouais, 3 mois c'est très court. Surtout en 3 mois, ouais, surtout en 3 mois. Bon, si c'est 6 mois, c'est 6 mois, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On voulait vous mettre un beau défi. Allez, il vous reste 1 minute 30, je vois les idées arriver, c'est super. Il n'y a pas de post-it rose. Vous avez bien le jaune. C'est le premier qui doit arriver, je pense. Ouais, c'est le jaune qui arrive. T'as pas le temps dans le stress comme ça de choisir la couleur. Ah, super, on a un bleu. Je sens qu'on a écouté et entendu.
et c'est pareil, qu'est-ce qui vous permet également, dans la même question, en fait, le raisonnement inverse, c'est qu'est-ce qui vous permet de couper un projet en vous disant ça va être justement un point de dépense qui est trop important et qui ne sera pas bankable, alors autant arrêter tout de suite et passer au prochain. C'est finalement cette question inversée, hein. Et je pense que de plus en plus, on va arriver sur ce type de réflexion. Aujourd'hui, lorsque je mets 1 euro, je vais en récupérer, bon, on va pas parler comme un VC, mais presque, je vais en récupérer 7 dans minimum 3 ans. Comment je fais? Ok, il nous reste 30 secondes. Je vous laisse écrire vos dernières idées. Tu vois, il y a du rose. Ouais, il y a toutes les couleurs là, c'est génial, vous êtes parfait. Vous avez refait la journée d'Amélie. Ouais, j'adore. Allez, encore 20 secondes. Ah, c'est bien. On va pouvoir rappeler Ariel. Ah, super. Allez, encore 10 secondes. 5 secondes, 4. On a encore une dernière idée ou pas? Non? Allez. Allez, c'est fini. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau du coup? On commence par les roses. On commence par les roses. Comment, donc, on rappelle la question, c'est la méthode pour vous assurer qu'une idée sera rentable en moins de 3 mois ou 6 mois si besoin. Donc, on a des idées. Je regarde quelles sont les offres de référence sur le marché. Je compare les coûts de la solution vs les coûts actuels. Donc, une méthode de coût. Je regarde quels sont les points bloquants et les risques. Les références grands groupes des startups et les retours d'expérience. On a beaucoup de politiques qui reviennent sur bien cadrer les besoins métiers et l'analyse du besoin. Donc ça, c'est ce dont parlait Megan juste avant avec Nicolas, je pense, les besoins métiers. Engager le métier au maximum dès le début d'un projet. Ça, je suis d'accord, c'est extrêmement important. Je regarde si cela répond à un problème d'une business unit. Donc là, on est encore sur ce besoin métier. Assurer des échanges physiques avec les startups et transparents. Donc, on est plus sur la relation startup grand groupe là. Je regarde si mon entreprise. Est-ce qu'il y a des sujets sur l'entrepreneuriat? Là, je pense qu'on a des sujets sur de l'intra. On a, je pense, des sujets sur de l'intra et sur de la relation startup. Le POC, ouais. Si on allait à vendre, qui est-ce qui a mis le mot POC? Est-ce que c'est on met POC, est-ce que j'arrive à vendre un POC en moins de 3 mois? C'est ça veut dire? Est-ce que dès le niveau du POC, avant de passer à une phase, on va dire industrielle, est-ce qu'on mesure déjà sur le POC des gains qu'on peut estimer du coup à 3 mois? Ok, ouais, c'est un bon. Okay. Il faut arriver jusqu'au POC. Il faut arriver jusqu'au POC. Ok, thanks. On a une autre méthode, c'est que l'idée nécessite le moins d'investissement possible. Donc une méthode de petit budget. Ça, j'aime bien ça. Je fais un questionnaire des interviews auprès de la cible. Donc là, c'est encore du besoin métier, je pense. Quelles sont les offres de référence sur le marché? Voilà, on a plus du benchmark. Mettre en place des KPI précis. Aller confronter l'idée au marché régulièrement. Donc, je pense que ça, c'est plus sur des projets intra. Je regarde si je peux mettre un lien sponsorisé autour du mot-clé et combien de clics cela génère. Ouais. Qu'est-ce qui a mis ça? C'est moi. Nicolas? Oui. Des petites techniques de grosse au début, Nicolas, quand même. Hein. Tu veux vérifier avant même d'envoyer si effectivement il y a une traction marché en fonction du nombre de clics au CPC? Ouais. Tu peux faire la même chose sur Facebook pour pas grand-chose. Je fais quasiment pareil. C'est bien. Ok, merci beaucoup. Et en fait, ça te prend quoi? Tu fais une landing page et tu balances, une landing page avec un nom, on s'en fout, et tu balances 1000 euros dessus en AdWords, en SIA, on s'en fout comment. C'est ça. Ok, tu vois le nombre de clics, quoi, concrètement, avec une conversion, et après, derrière, tu vérifies le nombre de conversions sur ceux qui veulent plus d'informations. C'est ça, la landing page, elle te permet de noter des gens qui laissent leur email parce qu'ils sont intéressés par le concept,
où tu peux les faire réagir sur un deuxième test sur le prix. Vous êtes intéressé, cliquez ici, et alors après, tu arrives sur une page qui présente différentes gammes de prix. Mais je dirais que le principal intérêt, finalement, il est dans le process, c'est-à-dire que ça amène l'équipe d'innovation à se poser la question de ce qui existe sur le marché en termes d'idées comparables. Parce qu'en faisant cette démarche, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres idées comparables, d'autres services comparables, ce qui assez souvent n'est pas dans le radar de l'équipe d'innovation au départ qui pense avoir une idée assez unique. Market never lies. On avait dit pas trop d'anglicisme. Oui, le marché ne ment jamais. Et donc, du coup, en fait, c'est très marrant ce que tu dis, Nicolas, parce que je fais vraiment la passerelle avec le POC de tout à l'heure. Aujourd'hui, cette méthode-là permet, selon moi, de pouvoir vendre beaucoup plus facilement les POC derrière. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui vont acheter un POC sont les gens qui vont aller à la dernière question, finalement, et qui vont lâcher leur mail, lâcher leurs informations et demander même une démonstration. C'est là où l'intensité du besoin est le plus fort. Donc, ça veut dire qu'on sait ensuite, après analyse, quels sont les marchés où il y a une intensité qui est forte et celle où elle est moins forte, quel type d'interlocuteur est le plus intéressé, par rapport à quel type de besoin, quelles sont les objections qu'on va avoir et à quel prix, une fois qu'on les aura au téléphone, pour justement voir les différentes gammes de prix et adapter notre offre. Ce qui va nous permettre, sur la dernière étape, de vendre justement ce POC-là. Donc, pour moi, ça fait vraiment le parallèle et plutôt la passerelle entre justement ces deux possibles, si je peux me permettre. Oui, c'est très bien. Je me permets, c'est cool. Tu peux te permettre avec plaisir. Merci beaucoup. On a, si je résume, ce qui ressort le plus donc, de vos méthodes pour assurer qu'une idée sera rentable, le premier, c'est la co-construction avec les parties prenantes. Donc, je pense que là, vous parlez de projets avec les startups. Donc, prendre le temps de construire avec l'ensemble des parties prenantes. Bien analyser les besoins de marché, ça va en même temps dans cette co-construction. Faire un benchmark du marché pour bien comprendre le marché sur lequel vous allez être et rentrer possiblement. Prendre le temps aussi de demander des expertises externes professionnelles à votre réseau, qu'il soit interne ou externe. Et un dernier point qui est de tester les différentes fonctionnalités ou de tester l'appétence vont avoir vos clients pour le produit que vous allez proposer. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Ariel? Alors, ouais, rapidement, parce que j'ai pris trop de temps sur la première question. Pour vérifier, en fait, si je dois donner 3 bonnes idées, une technique, effectivement, qui est celle de Nicolas, qui va être sur de la masse, qui s'appelle du design hacking, c'est-à-dire on va envoyer plusieurs messages sur différents types, donc différents personas, et on va voir là quel type de persona est le plus attiré, le plus réceptif à cette offre-là. Ce qui va nous permettre au fur et à mesure d'adapter justement notre message, d'adapter notre offre et de vérifier surtout comment réagit le marché par rapport à ma solution. Et souvent, dès ce moment-là, qui est en fait le tout début finalement de la chaîne, on s'aperçoit que nos idées ne sont pas forcément alignées avec les besoins du marché, ce qui va nous permettre justement de pivoter et d'éviter de continuer à dépenser du temps, donc de l'argent, pour se retrouver dans le mur 6 mois plus tard. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je vais vraiment mettre un point d'attention sur la demande d'expertise externe. La demande d'expertise externe, c'est qui? C'est pas forcément vos collègues, c'est pas forcément vos clients, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que les gens que vous ne connaissez pas, ça va être la réalité. Ça va être vraiment la neutralité, la réalité. C'est là où on se confronte justement au marché. Et c'est là où justement, lorsqu'on est en début de projet, on n'a rien à vendre, donc on vient demander cette expertise. Donc en réalité, quand on demande une expertise, on vient un peu, on va pas se mentir, flatter l'ego de la personne, mais surtout on vient récupérer un maximum d'informations qui va nous permettre de pouvoir, encore une fois, adapter, améliorer, et souvent justement ça va être les petites différences qui vont faire on arrive à sortir du lot par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, parce qu'on répond exactement aux besoins de la cible, lorsque justement on voit que ce besoin-là se répète et que justement notre solution répond exactement à ce besoin qui est constant et dynamique chez notre cible. Et la dernière, c'est l'action. Je pense qu'à partir du moment où justement on sait qui est notre cible, on sait quel type justement d'offre l'intéresse, comment il achète, on doit se lancer. On doit vraiment
y aller, on doit décrocher son téléphone, on doit envoyer du mail, on doit commencer à faire des rendez-vous, on doit également s'entourer potentiellement là des collaborateurs qui vous permettront justement de pouvoir rencontrer des clients à qui ça peut intéresser. Et c'est peut-être même à ce moment-là qu'on va voir quelle est la BU la plus intéressée. Et parce que justement, la solution vient renforcer la solution primaire de la BU, c'est-à-dire ça va devenir justement une solution qui va être justement valorisante, sur laquelle il va pouvoir vendre en upsell ou cross-sell, ou justement proposer une valeur ajoutée justement au client final. J'espère que je me suis fait comprendre. Upsell, cross-sell. Upsell, cross-sell, rapidement pour que vous puissiez avoir une idée. Lorsque j'achète un vélo et que le vendeur me vend la pompe qui va avec, c'est le cross-sell. Lorsque j'achète un vélo et qu'il me vend le vélo en carbone, c'est de l'upsell. Ok. Parfait. C'est tellement rapide. Ouais, Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là, des méthodes pour assurer qu'une idée sera rentable en au moins 3 mois? Est-ce qu'il vous reste des interrogations ou vous avez envie de rebondir sur certains des post-it? Allez-y, on a encore 2-3 minutes sur cette question, donc on peut se sentir libre d'échanger. Personne? Ok. Moi, j'avais retenu un post-it particulier qui parlait que l'idée nécessite le moins d'investissement possible. Je pense que cette notion-là est intéressante. Est-ce que la personne qui a écrit ce post-it peut nous en dire un peu plus et pourquoi il y a cette philosophie-là derrière? Quel post-it c'était? C'était que l'idée nécessite le moins d'investissement possible. Le troisième en partant de la gauche. Ok. Bon, bah, si c'est personne, c'est pas grave, mais je trouvais l'idée intéressante d'avoir cette démarche-là. Surtout au début, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, ça suit encore la démarche de Nicolas, c'est-à-dire au début, je préfère investir peu de temps, peu d'argent dans un projet pour m'assurer très rapidement qu'il va être bankable, pour ensuite justement le dessiner, amplifier justement mon action sur le marché et faire grossir mon équipe au fur et à mesure que je sais comment justement je vais le commercialiser et que je peux justement prédire combien justement combien je vais gagner à la fin du mois ou à la fin du quarter, du trimestre. Pardon. Exactement. Good, on passe à la suivante. Allez, si vous voulez réagir, allez-y pendant que je change la question sur cette deuxième question. Sinon, on se retrouve sur la question qui est tout en bas du brainstorm, c'est la question rouge. Et on se demandait comment vous faites pour passer à l'échelle quand un projet marche, d'un point de vue commercial. Donc, comment vous faites pour scaler un projet qui fonctionne, qui marche? Et on essaie de se concentrer sur le point de vue commercial. Vas-y. Ouais, alors. C'était pas clair. Si, c'est exactement ça. Non, mais c'est moi ce qui m'intéresse encore plus, mais peut-être que c'est une question qui est un peu trop touchy, c'est comment on fait lorsqu'on a un projet intrap ou pas, d'ailleurs, qui marche et que les personnes à l'intérieur mettent du temps à actionner la machine commerciale. D'accord? Est-ce qu'on le file à une BU? Est-ce qu'on change l'équipe finalement? Est-ce qu'on renforce l'équipe avec des sales à l'intérieur? Est-ce qu'on met la commercialisation aux commerciaux qui font partie du groupe et on dit que c'est une offre complémentaire qu'on veut tester? Voilà. J'ai vu différentes approches dans plusieurs grands comptes. J'en ai vu qui marchaient, d'autres qui marchaient moins. J'aimerais bien avoir, vous, votre ressenti et savoir comment vous faites au sein de vos structures. Voilà. Voilà, c'était un beau complément. Donc, on se donne 3 minutes pour y répondre. Allez-y. Vous ne m'avez pas attendu, c'est parfait. C'est la dernière question, donc allez-y, lâchez-vous sur les réponses, on se fait plaisir. Sachant qu'il y a de plus en plus maintenant, je me suis rendu compte de comptes. Le dernier date, je crois que c'est i4 qui l'a fait il y a un peu plus d'un an, qui crée en fait son propre startup studio où en fait ils vont trouver des projets, vérifier que le projet marche, un peu à la iFounder finalement, et ensuite aller recruter des CEO externes, donc, et qui
Ils veulent vraiment des gens externes qui n'ont rien à voir avec la politique de l'entreprise et avec les process, justement, pour permettre un maximum d'agilité. C'est une technique, je ne sais pas si elle marche ou pas, que vous en avez d'autres. Vous classez même vos post-it, c'est magique. C'est parfait. Ok, donc on commence à avoir des choses qui se dessinent. Allez, il nous reste 1 minute 30. C'est une belle question, je pense, qui nous permet d'accélérer sur la mise à l'échelle des projets. Scaler, c'est également toute la partie dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire je transmets simplement, je transmets en fait justement le projet à une business unit. La vraie question dans ces cas, c'est comment je fais en sorte que ce projet-là puisse justement être intégré à la business unit, qui puisse être digéré, compris, et derrière, comment je fais en sorte qu'il soit proposé de la façon la plus fluide possible à mes clients pour justement valoriser mon offre de service initial. Ou comment justement je crée une business unit à travers un projet qui a marché. Est-ce que je le transforme en spin-off? Est-ce que je revends directement? Est-ce qu'on arrête? Trop d'idées là, trop d'idées. Tu peux les décrire, Ariel, vas-y. Ouais, Vous n'êtes pas trop inspiré sur cette question. Il n'y a pas tant de boîtes qui scale. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi des sujets qui sont parfois politiques. Hein. Ça dépend des sponsors aussi en interne. Est-ce que le sponsor, finalement, il se réveille dans certaines boîtes, je ne citerai pas, souvent un projet qui a été sponsorisé ne sort pas finalement alors qu'il devrait sortir parce que justement le sponsor veut récupérer les lauriers et c'est lui qui a un peu investi sur tout le projet. Donc du coup, en fait, on perd cette autonomie et on s'est rendu compte dans plusieurs projets que ce type de décision ne permettait pas de pouvoir s'épanouir pleinement commercialement après cette intégration. C'est vrai, c'est parfois politique. Alors, si on fait une petite synthèse de vos idées, si vous en avez encore, n'hésitez pas à les mettre sur comment vous scalez un projet qui marche d'un point de vue commercial. Donc, on a une idée qui est, je pense, d'activer la sales machine, process, outils, team. Ça rejoint d'autres idées. On peut avoir des business développeurs spécialisés innovation, mettre un profil expert en management de profil chasseur, gérer la composition de l'équipe commerciale dédiée. Donc, tout ça, je pense que ça englobe, je crée une équipe commerciale dédiée et qui connaît les projets innovants et qui sait vendre ce type de projet. On peut rémunérer les canaux de distribution sur l'innovation en question. On peut s'associer avec des startups qui vont développer d'autres segments de marché. J'aimerais bien savoir qui est-ce qui a fait ça. Qui a fait ce petit post-it? On peut s'associer avec des startups qui vont développer d'autres segments de marché. Ça a déjà été fait ou pas, ça? C'est moi qui ai fait ça. Nicolas. En fait, ça a été fait dans certains pays d'Orange en Afrique. Ouais. C'est venu un peu à l'envers, c'est-à-dire que l'entité Orange en Afrique, au Sénégal ou au Mali, avait une idée de service. Et puis, il y a une start-up qui nous a contactés qui avait une idée de service assez similaire. Et au départ, ça a été une réaction plutôt de on leur parle pas, on leur dit rien, etc. Et après, on a suggéré de creuser les cibles clients qu'on adressait et on s'est rendu compte qu'entre Orange et la start-up, on n'adressait pas du tout les mêmes cibles clients. Donc, on a créé une association et on a co-innové ensemble. Ok, ouais. J'avais vu ça quand j'avais été à Dakar. C'est à Dakar que vous avez fait ça? Oui, c'est à Dakar. Oui, Nicolas, c'est à Dakar. Je sais pas. Je finis la synthèse, comme ça on peut reprendre les idées. Vas-y, Nicolas. C'était au Mali. Dakar, c'est le Sénégal. Ok, je crois que tu parlais du Sénégal tout à l'heure. Ok, bon. Très bien, c'était au Mali.
Alors, on a d'autres idées sur scaler un projet qui marche. Donc, ça rejoint la première idée, celle-là, c'est bâtir son plan marketing avec son équipe commerciale, mettre en place des partenariats pour de la vente indirecte. On peut faire des appels à contribution, des commerciaux internes viennent aider sous forme de mission. La transmission à la BU se prépare dès l'amont. L'idée doit résoudre un problème de la BU ou créer une opportunité. Ça rejoint la question juste précédente. Réalisation avec les équipes commerciales du business model Canva pour partager toute la proposition de valeur. On a aussi une idée qui est scale, donc pour scaler une spin-off, une transition BU, une nouvelle business line, une filiale ou un startup studio. Ok, donc ça c'est tous les chemins possibles. Intégration du métier BU dans la démarche innovation, sponsor métier, et augmenter sa relation client avec les retours de ses commerciaux. Ouais, moi, alors juste par rapport, je vois vraiment deux logiques. J'avoue que c'est assez exceptionnel de travailler avec une startup pour pouvoir développer un projet. C'est la première fois que je le vois. Et au contraire, en France, ça m'aurait beaucoup étonné. J'aimerais bien savoir, pour ceux qui ont justement pris conscience qu'il fallait développer une force commerciale de chasseurs, parce qu'en fait, on passe d'un produit qu'on connaît bien à l'évangélisation du marché. Donc, il faut des chasseurs, et aujourd'hui, il faut des chasseurs qui vont également valoriser l'image de marque de la boîte dans laquelle vous êtes, mais commercialiser le produit en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle une chasse en soft selling, qui est plutôt quelque chose d'assez smooth, très consultatif et pas au contraire agressif. Versus ceux qui ont fait appel à la force commerciale interne pour pouvoir le vendre. J'aimerais bien avoir justement ces deux approches pour me rendre compte en fait finalement du résultat. J'ai mon avis sur la question et je le dirai à la fin si ça va. Cool. Est-ce que quelqu'un veut bien témoigner sur ça? Qui a fait appel à des commerciaux externes pour développer sa solution et la scaler? Là, par exemple. Celui-là, par exemple, le premier à gauche. Vous avez tous eu recours à des commerciaux internes, donc vos équipes commerciales en interne. Qui est-ce qui a fait le premier en haut à gauche? Ok. Et là, en dessous, c'est quoi? Gérer la composition de l'équipe commerciale dédiée. Ok. Et par rapport aux commerciaux en interne, qu'est-ce qui a fait appel à des commerciaux en interne du coup pour pouvoir scaler? Le dernier, il y a des fantômes sur faut faire gaffe à la En gros, bon, je vous donne du coup moi mon ressenti et ce que j'ai vu. Rapidement, en fait, je me suis aperçu que les premières réactions que beaucoup de grands comptes ont, C'est bon. Okay. C'est Nicolas. C'est Nico. Merci Nico. Rapidement, du coup, je me suis rendu compte que beaucoup justement de grands comptes qui faisaient appel à leurs propres équipes commerciales, forcément, il y a souvent 200, 300, parfois 400 sales qui connaissent bien justement leur marché. Mais le problème, c'est que il n'y a pas beaucoup de chasseurs. Moi, je me rends compte, il n'y a pas beaucoup de chasseurs. Il y a beaucoup de key account managers, donc des gens qui vont faire du nurturing, la fidélisation de leurs propres clients. La deuxième, c'est que je me rends compte qu'il y a de moins en moins en fait, de commerciaux qui savent vendre des solutions digitales, qui plus est des solutions digitales qu'ils ne connaissent pas. Même si justement leur plan de commissionnement est revu à la hausse. Pourquoi? Tout simplement parce que beaucoup restent dans leur zone de confort et que ils sont en sécurité. Dans ceux qui ont fait appel à des commerciaux externes et principalement sur des profils chasse en soft selling, je me suis rendu compte que rapidement, justement, ils ont réussi à scaler et justement derrière à faire appel aux commerciaux internes de la grande boîte, de ces grands comptes, pour pouvoir les aider justement à rencontrer des nouvelles cibles
qui sont les clients présents, d'accord? Et ça, tout en valorisant justement le commercial qui est responsable du compte. Mais à l'initiative justement de cette démarche de prospection, c'était justement des commerciaux chasseurs. Alors, on peut dire, ouais, Ariel, tu fais ta pub, ok, c'est cool. En réalité, on a créé justement aussi ce qu'on appelle nous les market fit owners par rapport justement à ce besoin-là. Le market fit owner, pour nous, c'est une personne en fait qui est un ancien directeur de BU, un ancien directeur commercial, en tout cas un ancien manager commercial dans un grand compte et qui connaît justement les politiques des grands comptes, les rouages du grand compte, qui connaît justement les différents tenants et les aboutissants, et qui ensuite était entrepreneur et ou directeur commercial d'une start-up. Et donc, du coup, il a touché vraiment aux deux. Et c'est ce genre aujourd'hui justement de profil que nous, on place justement sur des projets intrapreneuriaux pour pouvoir justement scaler ces projets-là dès le début en fait du projet. C'est-à-dire, dès le début, aujourd'hui, on arrive en moins de 6 mois à avoir les premières facturations. Et c'est vraiment... honnêtement, on est fiers de ça. Honnêtement, on est fiers de ça. C'est pas facile parce que nous, on a l'habitude de travailler avec beaucoup de grands groupes qui justement veulent scaler leurs projets, que ce soit des projets d'innovation en interne ou des projets entrepreneurs, et c'est extrêmement difficile d'aller scaler des projets d'un point de vue commercial. Et c'est là où on trouvait ça extrêmement intéressant de vous faire rencontrer Ariel pour ce sujet-là, parce que ça permet d'aller plus vite et d'aller plus loin et d'arriver à une facturation au bout de 6 mois et d'arriver à générer du chiffre d'affaires à partir de quelques mois. C'est extrêmement bien et c'est extrêmement difficile, surtout qu'à la base du développement de projets entrepreneuriaux et de projets innovants, généralement, on n'a pas des gens qui connaissent les sales. Et donc, c'est là où la différence de compétences se ressentent et c'est là où c'est bien de se faire aider. Je vois que vous avez des méthodes différentes, mais la méthode de Dreamcatcher Sales, c'est une méthode qui fonctionne extrêmement bien. Merci beaucoup, Amélie, là-dessus. Moi, en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, je pense on finira peut-être tout ça parce qu'on va dépasser après. Oui, je vois qu'il est 16h, ouais, mais je suis pas désolé. dans les temps. Je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, les budgets vont être votés, mais les budgets aujourd'hui vont être donnés, selon moi. Encore une fois, je suis ni au COMEX d'aucune de vos boîtes, sur justement des projets qui vont être rentables et bankable. Et sur lesquels, en tout cas, on arrive à projeter un ROI. Et ça, je le vois de plus en plus, puisque justement, on a des demandes uniquement maintenant sur des projets qui ont déjà un MVP, qui ont été amorcés, ou sur des projets intrapreneuriaux où on sait que derrière, il y a un marché et qu'il va falloir le conquérir et qu'il faudra des personnes pour l'évangéliser, pour prendre ces parts de marché-là. Aujourd'hui, je pense qu'on se dirige vers ça. En tout cas, moi, je tenais, chacun de vous, à vous remercier pour votre contribution. J'ai appris pas mal de choses grâce à vous. J'espère qu'avec Amélie, on vous a fait partager un bon moment, c'est sûr, avec les post-it et tout ça. Nous, on a passé un bon moment. C'est évident. En tout cas, on est ravis de vous avoir compté avec nous aujourd'hui. On était peu nombreux et c'était vraiment le but de la session pour qu'on puisse échanger ensemble. Si vous avez des questions encore sur ce grand thème de comment s'assurer un ROI de vos projets innovants, on peut rester encore 5 minutes pour y répondre. Et dans tous les cas, oui, dans tous les cas, Nicolas, je vous envoie un lien dans la conversation pour que vous puissiez nous donner votre avis et surtout que l'équipe de Dreamcatcher Sales puisse vous envoyer leur méthode, qui est la méthode Ariane, pour justement s'assurer d'un retour sur investissement financier de vos projets innovants. Donc, on est disponible pour vous encore un petit peu si vous voulez. Et puis sinon, sur LinkedIn, par mail, peu importe, on est là pour vous. Voilà. Donc, merci à tous. Merci pour vos contributions. Et puis, si vous n'avez pas de questions, à très vite. Et sinon, on prend vos questions. Est-ce qu'on a quelques questions qui restent en suspens? Merci, Nathalie. Moi, je voulais juste faire une petite remarque par rapport à ces conversations, puis à toutes les réflexions qu'on peut avoir. Je pense que ça dépend énormément du secteur, que ce soit un secteur industriel ou un secteur de services, et tout ça va se moduler au regard en fait du contexte dans lequel on va mener l'innovation, je pense. Je pense que tous les secteurs vont être touchés concrètement. Je suis d'accord. Maintenant, on le voit de plus en plus, les budgets fondent un peu comme neige au soleil. Et surtout maintenant où on est en train
de re-administrer les budgets, de les reprioriser. J'espère vraiment que les budgets d'innovation ne seront pas perturbés, puisque aujourd'hui, on a pris ces dernières années justement un vrai essor et les grands comptes ont super bien joué le jeu, aussi bien que la collaboration avec les startups, aussi bien avec justement les nouvelles solutions qu'ils ont créées, aussi bien avec les collaborations en interne et l'évangélisation en interne justement de ces nouveaux mouvements. Donc, et ça, tout ça, c'est grâce à l'innovation. Donc j'espère vraiment que ça ne sera pas touché et que si justement, dans le pire des cas, il rogne quelques centaines de milliers d'euros sur les budgets, qu'au moins les budgets qui seront administrés seront sur des projets qui seront bankable et que ces projets-là permettront justement de refinancer les budgets innovants. J'espère que je me suis fait clair, il y a beaucoup de budgets, il y a beaucoup d'innovants, il y a beaucoup de startups. On va voir, Nathalie, Voilà. est-ce que c'était une réponse claire et qui te convient? Oui, enfin, c'était pas une question, c'était une remarque que je faisais par rapport au sujet global des KPI et les KPI de l'innovation. Et sur les budgets, oui, je suis d'accord avec Ariel. Complètement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ou une remarque. Ou une remarque, ou ce que vous voulez? Non? Bon. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Le prochain Club Corpo sera le 10 juin, donc la semaine prochaine. On vous tient au courant. Et dans tous les cas, merci à tous. Prenez bien 2 petites minutes pour remplir le Google Forms. Ça nous aide beaucoup. Et comme ça, on pourra vous envoyer la méthode Ariane dont vous a beaucoup parlé, Ariel. Merci beaucoup. Merci à tous. Salut. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.